Salut les amis, salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette, que je dise pas de bêtises, ça passe tellement vite, troisième chronique de l'année avec bien sûr Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Alors les amis, je vous invite tous bien sûr à partager comme d'habitude un maximum, tapoter sur TikTok comme vous avez l'habitude de le faire et sur les autres plateformes, je vais vous mettre le lien. Et je vais commencer, avant de vous donner la parole, Monsieur Cohen, bien sûr, Oui, euh, cette fameuse cagnotte que j'avais mis en ligne pour notre sœur Nabila Kilani. Ben, figurez-vous que elle est toujours en ligne en fait et elle est toujours fonctionnelle. Donc, moi j'avais mis un délai jusqu'à la fin de l'année et finalement la plateforme autorise donc à continuer. Donc pour celles et ceux qui veulent participer, je vais vous mettre le lien et vous avez le lien en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas euh, à faire un petit geste. Voilà. Voilà, Monsieur Cohen. Donc on a eu une oui, excellente nouvelle qui est tombée cette semaine oui. et confirmé aujourd'hui par le gouvernement israélien. Donc il y a un accord de cessez-le-feu qui va commencer à partir de dimanche. Oui. Alors, d'abord, on va pas, on va quand même pas, comment dire, on va pas faire les faux modestes. Nous avons dit au moins 3 ou 4 fois que lorsque la guerre s'arrêtera vers le 20 janvier ou avant, c'est-à-dire il était couru que, vous savez, le plan d'aujourd'hui qui a été signé cette semaine, il a été présenté 5 ou 6 fois et voilà, les Israéliens n'en ont pas voulu, mais on ne pouvait pas, Trump ne voulait pas qu'il y ait, enfin, on n'allait pas faire ce mauvais cadeau, ce cadeau empoisonné à Trump, dont on attend beaucoup. Les Israéliens attendent beaucoup, notamment peut-être pour une guerre avec l'Iran, pour l'annexion de la Cisjordanie. Et donc, on ne pouvait pas lui faire du tort. Et donc, moi, j'avais dit qu'une trêve sera, d'une façon ou d'une autre, quelque part, sera signée. On avait même mis en scène, vous savez, c'est amusant, hein, mais je vais vous raconter la mise en scène. L'envoyé de Trump au Proche-Orient, j'ai oublié son nom, il était samedi dernier au Qatar. Et il a appelé les services de Netanyahou et il leur a dit: j'arrive à Tel Aviv ou à Jérusalem, j'arrive chez vous pour rencontrer Netanyahou. Et là, les gens lui ont dit: écoutez, c'est Shabbat, Netanyahou respecte le Shabbat, il ne peut pas vous parler. Netanyahou n'est pas un juif. Vous savez, il y a beaucoup de juifs marocains qui ne considèrent pas Netanyahou comme juif. Voilà. C'est un mécréant de la pire espèce. Alors, respecter le Shabbat pour Netanyahou, c'est vraiment le bon, en tout cas. Et donc, l'envoyé spécial, ils aiment bien le raconter ça dans tous les sites américains. L'envoyé spécial aurait dit: j'arrive à Tel Aviv et on va voir si Netanyahou va me recevoir ou pas. Et effectivement, bon, on n'a pas dit, mais le dimanche, il y avait quasiment l'accord qui était tout prêt. Bon, moi, je pense que c'est une mise en scène, voilà, tout ça. Mais pour dire que Netanyahou n'aurait jamais fait un tel affront à, à Trump. C'est impossible, voilà. Et donc, l'accord est signé. Bon. Maintenant, cet accord, il est sur plusieurs étapes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les premières libérations d'otages vont prendre quelques jours, même peut-être 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Il faudrait que je vérifie. Et puis après, on négocie d'autres étapes. Bon, a priori, le Hamas aurait obtenu, ce qui est quand même formidable, le départ des troupes israéliennes de Gaza, même de l'axe Philadelphie, la liberté de mouvement
des Gazaouis dans toute la bande de Gaza, l'entrée de l'aide. Bon, maintenant, ça va se faire sur plusieurs étapes. Donc, d'abord, est-ce que le gouvernement israélien va tenir? C'est-à-dire, il y a deux ministres, pas seulement deux ministres qui ont à peu près 12 députés. C'est-à-dire que s'ils démissionnaient, ou si un des deux démissionnait, Netanyahou n'a plus de majorité. Bon. La majorité, à la rigueur, d'autres mouvements politiques peuvent la porter. Mais est-ce que le gouvernement tiendrait? Est-ce que, bon, une fois Trump assis à la présidence, est-ce que il n'y aura pas une entourloupe enfin, vous savez, on peut très bien inventer. C'est très délicat. Je veux dire, parce que c'est un accord sur plusieurs étapes. Et il suffirait que les Israéliens disent. Parce que le Hamas, il a intérêt à signer, c'est évident. Bon, voilà. Lui, il a toujours. Mais pas à n'importe quel prix. Voilà, il a exigé des choses, il les a obtenues. C'est ce qui fait dire que c'est une défaite pour Israël. Moi, je n'irai pas jusque-là. Disons que ce n'est pas une victoire, loin de là. Voilà, ce n'est pas un succès. Entre une défaite et ce n'est pas un succès, ce n'est pas exactement la même chose. Voilà. Disons que les Israéliens vont quitter, en principe, la bande de Gaza, la queue entre les jambes, parce que c'est pas, je veux dire, lorsqu'on a promis d'éradiquer un mouvement, entre guillemets, terroriste de quelques milliers, et quand on a mis tous ces moyens avec les destructions, etc., et qu'au bout de 15 mois, on n'y arrive pas, c'est que, enfin, je veux dire, alors que le Hamas, en principe, vit dans un territoire isolé, complètement contrôlé, et qui ne reçoit aucune aide extérieure. Et comment ce mouvement a fait pour résister aussi longtemps, et non seulement résister, mais infligeant des pertes quand même aux soldats israéliens. Donc, si, c'est quand même, il y a d'ailleurs un sentiment de frustration chez la majorité des Israéliens auraient voulu que ça s'arrête depuis longtemps. Parce que finalement, c'est une guerre Ah, meurtrière. je suis pas d'accord avec vous, Monsieur Cohen. C'est pas l'avis de certains sionistes hein, qui auraient voulu continuer à éradiquer la Oui, population jusqu'à son terme, non, je veux mais dire. oui, non, non, mais je parle pas de la majorité de la majorité de la population était pour un arrêt, c'est-à-dire pour un accord sur les otages. Enfin, il y a un an, voilà. C'est-à-dire un accord sur les otages impliquait une trêve et donc une solution provisoire ou temporaire, ce que vous voulez. Mais en fait, qui a voulu la poursuite de la guerre? C'est Netanyahou et les ministres nationalistes. Pour des raisons, Netanyahou parce que les deux ministres nationalistes ne voulaient pas un arrêt. Et Netanyahou craignait un arrêt des hostilités de crainte de se retrouver perdre la majorité et se retrouver en jugement. Mais la majorité de la population israélienne, je crois, je pense, je suis convaincu, elle était pour un arrêt des hostilités. Pourquoi? Parce qu'il fallait libérer les otages. Voilà. Mais pour libérer les otages, il fallait une trêve, il fallait un accord. Et donc le jusqu'au boutisme d'ailleurs, il y a même beaucoup de militaires qui étaient contre la poursuite de cette guerre, même des officiers supérieurs, etc. Bon, ça ne se voyait pas, mais disons, il y avait quand même, on le disait dans des journaux comme Haaretz, etc., on disait qu'il y avait quand même des tensions avec la hiérarchie militaire qui n'était pas tellement d'accord pour. Bon, bien sûr, elle obéissait, mais. Et le prix à payer est très élevé parce que sur le plan économique, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'armée de métier en Israël. Ceux qui ont été envoyés à Gaza, au Liban,
la plupart, la majorité, d'ailleurs, que vous voyez, hein, quand il y a des morts et des blessés, quand on donne les âges, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ça veut dire ce sont des réservistes. Donc, ce sont des gens qui avaient un boulot, qui ont une famille et qu'on a retiré de la vie active, qu'on a retiré de leur famille et qu'on a envoyé et qui ont laissé des veuves, des orphelins. Non seulement il y a eu des morts, mais il y a eu des milliers de blessés. Et l'économie, ce sont des gens qui avaient peut-être une entreprise, qui étaient fonctionnaires, qui étaient profs. Et donc, tout cela a fait que l'économie israélienne a subi de rudes coups. Mais comme ils ont un sentiment patriotique et d'obéissance, etc., ils ont obéi et ils sont partis à la guerre. Mais on a remarqué, moi j'ai lu ces derniers temps, qu'il y avait beaucoup de réservistes qui ne répondaient plus aux appels de revenir se battre. Donc, si l'entêtement de Netanyahou, qui était, comment dire, c'était pas lui, son entêtement, c'était pour éviter tout jugement sur le 7 octobre, éviter tout retour au tribunal, éviter de nouvelles élections qu'il aurait balayées, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu la poursuite de la guerre. Je ne crois pas, enfin, moi en tout cas, c'est mon impression, je ne crois pas que je veux dire, l'envie de guerroyer à outrance et jusqu'au boutisme ait été le fait d'une majorité. Voilà. Et d'ailleurs, qui a toujours menacé lorsqu'il y avait des trêves, des tentatives de négociation, c'était toujours les deux ministres nationalistes qui menaçaient de rompre la majorité, l'accord de majorité. Et donc, ce sont ces menaces-là qui ont fait reculer Netanyahou. Et bon, enfin, je ne sais pas où j'en étais. Donc, en fait, voilà, le problème. Moi, je ne crois pas tellement à l'application de cet accord jusqu'au bout. Je ne crois pas que Netanyahou, la hiérarchie militaire, ses amis nationalistes voudraient sortir totalement de Gaza, même dans 3 mois, ou dans 4 mois, ou dans 6 mois, et laisser libre cours au Hamas et aux autres organisations de résistance de se réorganiser. Je doute fort. Donc, vous savez, Israël a signé depuis 1948. Déjà en 1948, le nouvel État juif avait signé 2 ou 3 trêves quand il y avait la guerre entre l'État d'Israël et les Palestiniens, ou l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Par exemple, c'est à la suite il y a eu une trêve, et c'est à la suite d'une rupture de cette trêve par Israël que la ville d'Ashkelon a été conquise. Donc, les ruptures de trêve, c'est la spécialité des Israéliens, c'est-à-dire ne jamais respecter les accords. Et donc, à mon avis, on ne peut pas se réjouir trop vite, malheureusement, parce que pour des raisons tactiques et pour faire plaisir à Trump, et pour peut-être se donner une image libérale, enfin faire oublier un peu le génocide, etc. Mais ça n'empêche pas que, malheureusement, enfin moi je doute c'est-à-dire que l'accord aille jusqu'au bout, c'est-à-dire le départ de toutes les troupes israéliennes de Gaza, la liberté de mouvement, l'entrée de centaines de camions, d'équipements, etc. à Gaza. Je serais surpris, enfin je serais heureux que ça arrive, mais je serais surpris que le gouvernement israélien actuel aille jusqu'au bout de l'accord. Encore une fois, l'accord va durer 2 ou 3 mois jusqu'à la fin, et donc on suivra les étapes par étape,
Et je pense que dès que les otages seront libérés, à mon avis, le, le- 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 le cycle infernal reprendra. Justement, j'allais vous poser cette question. Il y avait un commentaire là dans le chat où justement, une fois les otages libérés, Israël ne risque-t-il pas de redémarrer les bombardements? Et là, vous venez de Ben, le répondre, hein. oui, bien sûr, parce que enfin, je crois le plan israélien, il est clair. Voilà. Il est clair, depuis le début, ils l'ont dit. Bon, comme ils n'ont pas pu chasser les Palestiniens de Gaza physiquement, ils ont rendu toute vie pratiquement impossible à Gaza par les destructions. Déjà, même s'ils arrêtent, je veux dire, où ces gens-là, bon, bien sûr, enfin, ils pourraient se réorganiser, mais enfin, pratiquement tout est détruit. Mais je ne crois pas que les Israéliens, enfin, en tout cas, je ne crois pas que le gouvernement Netanyahou s'arrêtera en si bon chemin pour lui. Euh, et donc, il trouvera toujours un prétexte. Regardez d'ailleurs la trêve au Liban. Enfin, je veux dire, c'est quasiment c'est une plaisanterie. Il continue, bon, peut-être pas les bombardements sur Beyrouth, mais le sud Liban, enfin, il continue à être dévasté. Euh, sur la Syrie, bon, ils ont grignoté quand même des territoires. Ils ont détruit le potentiel militaire syrien. Ils ont confisqué le reste d'armement. J'ai vu des vidéos où les Israéliens ont récupéré toutes sortes enfin, de pièces d'artillerie, etc. Et donc, le gouvernement israélien actuel, comme il a toujours été d'ailleurs, hein, il est dans une logique de confrontation et d'anéantissement, voilà, et de domination à outrance. Alors justement, Monsieur Cohen, quel rôle a joué, parce que là, on est bien d'accord, c'est un cessez-le-feu, un accord entre Israël et le Hamas. Quel rôle a joué l'autorité palestinienne là-dedans? Zéro. Ben, je Parce que vois pas quel rôle. justement, il y a une Oui, déclaration de Mahmoud Abbas qui dit que l'autorité palestinienne sera prête à assumer toute responsabilité dans la bande de Gaza. ben, il peut rêver. Après tout, le rêve est permis. L'autorité palestinienne a été chassée. Je vous rappelle, hein, que l'autorité palestinienne a été chassée en 2006-2007 de Gaza. Bon. Suite à deux choses. Suite au départ des Israéliens de Gaza en 2005, l'évacuation, il y avait 8000 colons qui ont été évacués. Et deuxièmement, des élections libres et démocratiques qui ont donné le pouvoir au Hamas au Parlement. Ce que l'autorité palestinienne ne pouvait pas accepter, ni l'Europe d'ailleurs. Mais le Hamas a pris le pouvoir euh, à Gaza. Bon, il n'aurait pas pu le faire en Cisjordanie parce que les forces israéliennes étaient là, etc. Mais pour Israël, c'était tout bénef, c'est-à-dire la politique israélienne est depuis longtemps de diviser ce qui reste malheureusement de la Palestine, c'est-à-dire la Cisjordanie et Gaza, en deux entités non seulement distinctes, mais antagonistes. Et donc, si, euh, si Israël avait voulu que l'autorité palestinienne récupère Gaza, il aurait pu, le gouvernement israélien aurait pu l'aider à le faire. Très facile. Mais il n'a pas voulu, et donc le gouvernement israélien n'a aucun intérêt, même si cette autorité lui obéissait, hein, c'est pas le problème. Cette autorité palestinienne, d'ailleurs, est en train de faire le ménage en Cisjordanie. Il y a quelques jours ou quelques semaines, l'autorité palestinienne a lancé des opérations de nettoyage dans la ville de Jenin contre le Hamas et autres mouvements de résistance. Donc, au contraire, pour Israël, l'autorité palestinienne à Gaza aurait signifié une zone de tranquillité. Voilà. Mais Israël n'a pas intérêt à avoir une autorité palestinienne renforcée
et unie avec laquelle il faudrait compter. Donc, Mahmoud Abbas peut dire qu'il peut le faire, mais encore faut-il que le patron sioniste lui donne l'autorisation, et ça, il ne l'aura jamais. Voilà. Très bien, merci pour votre réponse. Il y avait une autre question sur le chat, c'était concernant les objectifs militaires et politiques. Selon vous, est-ce qu'ils ont été atteints au terme des 15 mois de guerre? Alors, les objectifs militaires et politiques n'ont pas été atteints. Et ça, c'est un échec cuisant. Voilà, comment dire, c'est presque une humiliation. Le sentiment qu'ils ont en Israël, c'est que tout ça pour ça, c'est pour ça qu'ils ont du mal à arrêter. C'est pas parce que ils veulent, comment dire, ils veulent aller au bout des choses, mais tant de sacrifices et tant de destruction pour en arriver là, alors qu'on leur avait promis que le Hamas sera détruit. Et bon, on pensait que avec tous ces bombardements, les moyens, etc. Mais finalement, d'abord, c'est un échec sur le plan, comment dire, de la réputation. Israël a assis sa réputation de supériorité, de coups de force extraordinaires. Vous savez, ils ont l'habitude, par exemple, la libération des. Vous savez, il y a eu par exemple à Entebbe en Ouganda en 1976, pour les plus jeunes, c'est un peu de la vieille histoire, mais en 1976, il y avait un avion, je ne sais plus de quelle ligne européenne, qui a été kidnappé, détourné vers Addis Abeba, non, pas vers Addis Abeba, l'Ouganda, à Kampala. Voilà. Et donc, il y avait les otages, et les Israéliens ont dit oui, on va négocier, et ils ont préparé un avion chargé de commandos qui ont libéré les otages. Il y a eu un seul mort israélien. C'était le frère de Netanyahou qui commandait l'opération. Bon. Et le monde entier a été émerveillé par ce coup de force. Et donc, en fait, les Israéliens ont bâti leur réputation d'invincibilité, de suprémacisme, comment dire, d'intrépide et de coups magistraux, voilà. Et là, ils espéraient libérer les otages. Vous imaginez s'ils les avaient. Pourquoi ils n'ont pas négocié aussi? Parce que secrètement, ils avaient espéré les libérer par la force. Et ça aurait fait un coup extraordinaire. Voilà. Et malheureusement pour eux, ils n'ont jamais réussi. Et au contraire, par exemple, il y a 2 mois à peu près, les soldats israéliens se rapprochaient d'un tunnel où il y avait 6 otages israéliens. Et le mot d'ordre du Hamas a été, lorsque les soldats israéliens se rapprochent des otages, là où il y a les otages, il faut éliminer les otages. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, les Israéliens, c'est une affaire publique qui est très connue en Israël, et donc les Israéliens ont pris la décision de ne plus faire des mouvements qui pourraient mettre en danger la vie des otages. Et donc, en fait, toute la stratégie du coup de force, du coup d'éclat, voyez, regardez de quoi nous sommes capables, etc., eh bien, ça, c'est tombé à l'eau. Et ça, c'est une frustration terrible. C'est-à-dire, l'Israélien se croit, surtout vis-à-vis des Arabes, évidemment, pour lesquels ils ont un mépris extraordinaire. Regardez comment on va les manipuler, on va reprendre les otages et on va les assassiner, etc. Eh bien, ça n'a pas marché. Et ça a été quand même un coup dur porté à leur réputation. Donc, ils sont obligés de négocier. Et c'est très, quand on connaît pas, quand on connaît un peu la mentalité israélienne, c'est très compliqué pour eux. C'est presque humiliant de négocier avec des va-nu-pieds, c'est-à-dire des gens qui considéraient comme enfin, je veux dire, c'est même pas les gens du Hamas, pour eux, sont des guérilleros en sandales, enfin voilà, qu'on peut
comment dire, éliminés en un tournement. Voilà. Et ils n'ont pas pu en 15 mois. Et donc, le Hamas est là. Et non seulement il est là, mais il y a quelques jours, j'ai publié, je crois que c'était lundi, il y a eu un coup de main du Hamas ou d'une organisation dans le nord de Gaza. Il y a eu quand même 5 officiers qui ont été tués. 5 officiers israéliens et 10 blessés, dont 8 grièvement, en une seule journée. Et ça, enfin, je veux dire, c'est terrible. Et donc, voilà, c'est un sentiment d'échec. Donc, il y a eu, vous savez, dès le départ, ils ont dit, nous allons libérer les otages et éliminer le Hamas. Voilà, on n'entendra plus parler. Eh bien, aujourd'hui, 15 mois après, 15 mois, vous savez, même les guerres contre l'Égypte, la guerre de Kippour, a duré 2 mois quand même, c'est tout. Donc, jamais Israël n'a fait une guerre de plus d'1 mois ou 2. Et là, 15 mois pour un mouvement terroriste, entre guillemets, qui a 3 000, 4 000, 5 000 membres, c'est quand même c'est humiliant. Voilà. 15 mois après, justement, après, bien sûr, après l'élimination de plusieurs chefs, hein, Oui, bien sûr. il y avait la question, comme vous venez de le dire, là, vous venez de parler de ces morts la semaine dernière. Est-ce que, comment dirais-je, ça, là, on voit qu'il y a cet accord de cessez-le-feu, mais malgré tout, il y a quand même de la résistance qui se fait toujours. Ah oui, moi, j'avoue que je suis impressionné par la capacité de résistance du Hamas et autres mouvements de résistance. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire, après tous les coups enfin, après toutes les destructions, je veux dire, parce que le Hamas était comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire dans cette population, dans ces structures, dans ces bâtiments, etc. Et là, avec toutes les destructions, je ne sais pas, il y a eu des tunnels qui ont été détruits, mais apparemment, des tunnels existent, des mouvements de résistance, des armements, etc. Et les otages qu'on n'arrive même pas à localiser. Ils sont bien cachés quelque part quand même. C'est un petit territoire de rien du tout, Gaza. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Et ça, c'est quand même un échec cuisant pour les Israéliens. Ouais. Eh, eh ben, écoutez, c'est une bonne chose en tout cas pour les Palestiniens qui continuent à résister. Alors, est-ce qu'il est temps, selon vous, après 15 mois de guerre là et de destruction complètement de la bande de Gaza, est-ce qu'il est temps de penser à, comme le soutient Ofer Braunstein, le président du Forum international de la paix, à la reconnaissance d'un État palestinien? Alors là, il faut Ou, oublier. ou c'est trop tôt quand même, là, il faut déjà penser à reconstruire. Non, c'est même pas. Enfin, à mon avis, ceux qui parlent d'État palestinien, c'est pas. Enfin, c'est bien d'en parler, mais c'est même pas la peine de l'envisager. Moi, quand j'entends des gens dire euh, bon, est-ce qu'on va vers une solution pacifique à long terme, patati patata, c'est qu'ils n'ont rien compris au sionisme et à l'État d'Israël et au rapport de force. Jamais. Moi, j'ai déjà dit à plusieurs reprises et depuis longtemps que pour qu'il y ait un État palestinien, il faut battre à plat de couture l'État d'Israël, militairement parlant. Voilà. Et donc, sans cela, il n'y aura pas. Je veux dire, il y a 95% des Israéliens juifs, 95%, 95% des députés, c'est-à-dire gauche et droite réunis, sont contre la création d'un État palestinien. Et tout est fait pour que cet État n'existe jamais. Et s'il devait exister un État palestinien, je vais vous dire sur quelle forme il sera. Si, dans le meilleur des cas, ce sera un État en Cisjordanie divisé en 2 ou 3 régions, en 2 ou 3 comme ça, réserves. Vous savez, comme les réserves des Indiens en Amérique. Donc,
totalement encerclée et contrôlée par Israël. Et ça, c'est le meilleur, c'est le mieux que puissent espérer les Palestiniens à l'heure actuelle. Donc, Trump ou pas Trump, il faut marcher sur le corps des Israéliens pour avoir un État palestinien. Donc, je crois que le mieux enfin, ceux qui défendent la Palestine, il faut adopter, pour moi, quelqu'un qui dit on va chercher, comme l'autorité palestinienne ou comme les États qui ont normalisé, etc., ceux qui parlent d'État palestinien, ils le font soit parce que ce sont des menteurs et des lâches, soit parce qu'ils sont naïfs. Voilà. Mais je ne crois pas à la naïveté des dirigeants arabes. Je ne crois pas. Je pense que les dirigeants arabes, ils savent que c'est une illusion, une totale illusion. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez, même les Européens le savent. Malheureusement, ils jouent le jeu, ils font semblant pour permettre aux Israéliens de conquérir, de conquérir la Cisjordanie sans avoir à, comment dire, sans avoir à provoquer la communauté internationale de manière ouverte et agressive. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, de toutes les façons, aujourd'hui, matériellement parlant, géographiquement parlant, un État palestinien est impossible. C'est-à-dire, il y a presque 1 million de colons, presque, peut-être 900 000 colons en Cisjordanie. Est-ce que vous imaginez que ces 900 000 colons vont être retirés? Non, mais enfin, je ne sais pas, qui c'est qui peut imaginer une chose pareille? Voilà, donc, c'est. Oui. Mais M. Cohen, allez-y. à ce sujet, il n'y avait pas eu une résolution il y a quelques mois concernant les colonies à l'ONU? Mais je peux vous citer la résolution de 1949 de l'ONU sur le retour de réfugiés. D'accord? Elle date de Voilà, 1949. donc la dernière en date, c'est celle il y a quelques Oui, mois. chaque année, il y a une résolution sur les territoires occupés, sur le retour des réfugiés. En 1969, il y avait une résolution une décision du Conseil de sécurité quand même. C'est pas rien. La résolution 242 sur les territoires occupés qui devaient être libérés, etc. Écoutez, combien de fois j'ai dit qu'il ne faut pas compter sur les résolutions? Il faut adopter une autre attitude vis-à-vis d'Israël. Voilà. C'est-à-dire, il faut lutter contre sa légitimité. Il faut dire, il faut crier sur tous les toits et convaincre les gens que cet État n'est pas fait pour la paix. Voilà. Aujourd'hui, avec les 15 mois passés, ils sont quand même assez décrédibilisés sur la scène internationale, hein, normalement. Oui, normalement, mais moi, je suis un peu, comment dire, je ne suis pas aussi. C'est-à-dire, malheureusement, les peuples ont la mémoire courte. Voilà, c'est très connu. Hein. Vous savez, il y a eu combien de millions de gens qui ont manifesté pour l'Irak? Bon, aujourd'hui, bon, ça y est, c'est passé pour perte et profit. La Libye a été détruite. Bon, voilà, on a oublié. Voilà. Gaza, peut-être. Bon, si rien n'est fait, s'il n'y a pas d'autres destructions, eh ben, on passera à autre chose dans 6 mois, dans 1 an. Voilà. C'est ça la réalité, malheureusement. Et on peut faire confiance aux lobbies et aux Sayanim qui sont implantés dans les principaux pays occidentaux pour, comment dire, regardez, même aujourd'hui, le discours pro-palestinien ne passe pas dans les sociétés occidentales. Voilà. Il est interdit de soutenir la Palestine, même d'appeler à la paix. Ils ont inventé même un nouveau truc. Vous savez, il y a un militant, j'ai oublié son nom, enfin, il a un nom de guerre, je publiais ça aujourd'hui. C'est un militant religieux ou islamiste, appelons-le comme il veut,
il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis. Et les autorités françaises ont décidé aujourd'hui de bloquer tous ses avoirs pendant 6 mois. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, s'il n'a pas de quoi, s'il peut pas, et c'est quelqu'un qui est marié avec des enfants, hein. Et donc, s'il ne reçoit pas d'argent d'ailleurs, il crèvera de faim. Voilà, il ne pourra pas louer un appartement, il ne pourra pas payer un loyer, etc., etc. Ça veut dire, c'est comme on fait pour l'Iran, on gèle les avoirs. On a gelé les avoirs des Iraniens, on a gelé les avoirs des Russes, et ben on a gelé les avoirs de ce monsieur pendant 6 mois. Voilà. Vous voyez à quel point, alors qu'il n'a fait que dire sa solidarité avec la Palestine. Voilà. Donc, et aux États-Unis, je vous assure que c'est encore pire. Les universités américaines sont entrées dans le rang, acceptent les répressions, etc. Parce que on ne s'attaque pas au réseau. C'est ça le drame. Voilà. Alors les amis, je vous invite à partager, tapoter un maximum pour celles et ceux qui sont sur TikTok et pour, les autres plateformes. Vous avez le lien, vous pouvez interagir avec nous. Bien, merci pour les questions qui sont sur le chat, je relaye, au fur et à mesure. J'en profite pour rappeler bien sûr, la possibilité d'aider notre sœur Nabila Kilani via le lien, sur la bannière ou sur mon compte TikTok en description, pour celles et ceux qui veulent et bien sûr ça sera, transparent, une fois l'argent récolté. Donc n'hésitez pas à partager un maximum, s'il vous plaît. Monsieur Cohen, alors il y avait une autre question, c'était concernant, bon, on en avait déjà parlé précédemment dans les précédents lives il y a quelques mois, c'était concernant la normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Est-ce que selon vous, elle a été mise durablement en échec à cause de cette guerre? Pas du tout. D'ailleurs, par exemple, la trêve ou le cessez-le-feu, etc., il a entre autres cet objectif de permettre à une future normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Il y a quelques jours, j'ai publié une interview pour Algérie 54, et donc j'ai pris le pari, j'ai dit, je parierai sur une normalisation prochaine et assez rapide entre l'Arabie Saoudite et Israël. Voilà. Et donc la trêve va permettre, elle a cette comment dire, cette fonction aussi. C'est-à-dire que tant que la guerre durait, évidemment, l'Arabie Saoudite n'allait pas normaliser, mais à mon avis, enfin en tout cas moi j'ai pris le pari personnel, voilà, comme ça, que l'Arabie Saoudite normalisera ses relations avec Israël sans obtenir évidemment d'État palestinien, ça c'est évident, hein. Elle obtiendra peut-être des promesses, quelque chose comme ça, mais rien de vraiment concret sur ce plan-là. Et pourquoi? Parce que les normalisations sont une pièce maîtresse dans la politique de Trump au Moyen-Orient. C'est lui qui a démarré les politiques de normalisation. Et il ne faut pas oublier que les normalisations qui ont eu lieu avec Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc, ont été faites avec la bénédiction d'Arabie saoudite. Voilà. Et l'Arabie saoudite devait, d'ailleurs, elle était en négociation avant le 7 octobre. Bon, le 7 octobre, on avait dit que ça allait empêcher la normalisation. Or, je ne crois pas. Je crois que la première chose, enfin une des premières choses que Trump fera, c'est de mettre une pression terrible sur Ben Salman, terrible. Et quand les Américains font pression comme ça, c'est très difficile de résister. D'ailleurs, un indice, MBS n'est pas allé à Kazan dans la réunion des BRICS. Et son adhésion aux BRICS a été en quelque sorte mise entre parenthèses. Voilà. Donc, on avait pensé que l'Arabie saoudite allait, allait prendre une certaine liberté avec son protecteur américain. Il n'en a rien été. Il faut à mon avis, enfin bon,
on peut les comprendre. Hein. Vous savez, les Saoudiens, ils ont vu ce qui s'est passé en Irak, ils ont vu ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, et ils n'ont pas envie de subir le même sort. Voilà. Et je vous assure que si les Américains, les menaces américaines, elles doivent être prises au sérieux. Voilà. Ce ne sont pas des rigolos, ce sont des gens capables de tout. Voilà. Et donc, les Saoudiens, ils savent, à mon avis, ils savent que il faut passer par là. Voilà. On ne peut pas tenir tête à l'Amérique. Pas encore, en tout cas. Voilà. Dans la situation actuelle, c'est pas possible. Voilà. Et donc, leur tentative de s'émanciper en se rapprochant de l'Iran en devenant membre des BRICS, il semble que l'Arabie saoudite a mis un coup de frein à tout ça. En tout cas, moi, c'est mon pari. On verra dans quelques mois. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous ai posé la question si l'autorité palestinienne avait joué un rôle dans ces accords Mhm. et je vous repose la même question pour, justement l'arrivée de Trump là. Est-ce qu'il aurait joué un rôle, en coulisses? Déterminant. Déterminant. C'est-à-dire, moi, j'ai souvent dit que depuis que Trump a été élu, donc en novembre, j'avais dit que lorsque la guerre s'arrêtera avant le 20 janvier. Voilà. Je l'ai dit au moins 2 ou 3 fois, au moins. Je confirme, ça vous l'aviez dit, Pourquoi? sur Pourquoi? la chaîne. Voilà, parce que autant Biden, on pouvait tenir tête, etc., autant Trump, on ne pouvait pas lui faire cet affront. Voilà. Et surtout, on compte beaucoup, Trump est très admiré par l'establishment sioniste en Israël et aux États-Unis, et on ne pouvait pas lui faire ce cadeau empoisonné, on devait au moins lui donner ce crédit. Voilà. Trump est crédité de cette trêve, et donc les Israéliens, Netanyahou ne pouvait pas, enfin c'est pas possible de refuser un tel cadeau à Trump. Voilà. Très bien, donc espérons que ce cessez-le-feu tienne, hein, et que les Oui, Palestiniens puissent, il faut espérer. S'il peut durer déjà 2 ou 3 mois, ça sera déjà bien parce que ça permettra aux Gazaouis de se reconstruire un peu, de souffler, de refaire, même dans des tentes, des hôpitaux, des écoles, etc., de rénover, enfin de reconstruire ce qui peut l'être. En 2, 3 mois, ils peuvent faire pas mal de choses. Voilà. ah oui, 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 il faut espérer que ça dure, un peu plus longtemps même. Alors monsieur Cohen, sur 2025, étant donné que là, il y a peut-être, ce cessez-le-feu qui arrive et est-ce que vous pensez que ça pourrait peut-être ouvrir un autre, champ de guerre, par exemple, l'Iran? Bon, moi, je ne crois pas. Je crois pas à la guerre, enfin, une guerre générale avec l'Iran. Je l'ai dit. Pourquoi? Parce que, vous savez, ça fait 20 ans, encore une fois, ça fait 20 ans que Israël et l'Amérique, comment dire, ils ont le doigt sur la gâchette et ça les démange. Voilà. Bon. Mais ils sont toujours retenus parce qu'ils savent que les dégâts peuvent être terribles. Je rappelle que si l'Iran, en état de guerre, détruit les installations pétrolières, après tout, pourquoi pas, les installations pétrolières dans tous le détroit dans le Golfe, détruit les bases militaires américaines qui sont sans défense, donc faisant des milliers de morts, rend le passage de la mer Rouge impraticable. Donc, c'est rien que ça déjà, sans compter des missiles sur Israël qui peuvent dévaster terriblement le pays. Rien que ça déjà, ça fait, comme on dit, enfin une dissuasion assez colossale. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais osé le faire. Et donc, je ne crois pas, d'autant plus, vous savez que le président iranien, il est à Moscou. Il est arrivé aujourd'hui ou hier, et ils vont signer, ou ils l'ont déjà fait, un traité de coopération,
d'assistance militaire, etc. Et voilà, donc je ne vois pas vraiment. Par contre, ce qu'on peut assister à toutes sortes, par exemple, techniques de manipulation, des ordinateurs, des assassinats ciblés, des accidents d'hélicoptère, comme c'est arrivé, ou des révolutions de couleurs. Par exemple, disons, susciter des remous au sein de la société iranienne à cause du foulard, etc. Et ça se poursuivra. Mais par contre, lancer une guerre, vraiment une vraie guerre générale, ça m'étonnerait parce que le prix à payer pour l'Occident et pour Israël sera très élevé. Voilà. Et en plus, on sait, on sait, d'après tous les observateurs, notamment américains, les Iraniens seraient sur le point, ils ne l'ont pas fait, ils ne le font pas, mais ils ont tout ce qu'il faut pour construire quelques bombes atomiques. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont tout et ils pourraient le faire en quelques jours ou quelques semaines. Et là, je imaginais la catastrophe que ce serait pour Israël ou pour les installations américaines. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour un peu chauffer la population, etc. Mais je vous rappelle que moi, je suis l'actualité un peu de cette région. Ça fait au moins 20 ans, au moins, qu'ils parlent de guerre contre l'Iran et ils ne le font pas parce qu'ils savent qu'ils ont à faire un gros morceau. Voilà. Ce n'est pas l'Irak. Hein. Très bien. Alors, monsieur Cohen, on arrive bientôt au terme là. Monsieur, comment dire, Emmanuel Macron s'est rendu au Liban et Oui, il a encore, il a annoncé donc qu'il y aurait une nouvelle conférence internationale à Paris pour la reconstruction du pays. bon, Qu'est-ce- du Liban. ouais, du Liban. Ben, je ne sais pas, c'est pourquoi pas, mais vous savez, moi je ne crois pas beaucoup à. Enfin, vous savez, il y a eu souvent des conférences pour la reconstruction de la Libye, de l'Irak. Il y aura une conférence pour la reconstruction à Gaza, je suis sûr. Mais à mon avis, le Liban doit compter sur ses propres forces ou sur quelques pays amis, comme l'Arabie saoudite, par exemple. Mais je vois mal des pays comme les Occidentaux se montrer aussi généreux avec le Liban. Enfin bon, il faut peut-être, pourquoi pas, mais les pays occidentaux, malheureusement, ils nous ont habitués à ce genre de déclaration sans suite et juste c'est de la propagande, voilà. On va faire une conférence, etc. Mais en fait, ça ne suit pas. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que les pays occidentaux ont intérêt à verser des milliards pour le Liban? Je ne sais pas. Voilà. Par contre, pour l'Ukraine, oui, mais Alors, je voulais aussi revenir bien sûr, sur l'actualité un petit peu bouillonnante, concernant bien sûr, Alger et Paris, oui. hem et le comportement un petit peu de ministres d'État, hein, en France, hein, qui qualifie, qui n'hésite pas à qualifier, la République démocratique, populaire algérienne de régime. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que Premier ministre, hein, ministre de l'Intérieur, pardon, monsieur Retailleau? En fait, il y a, Comment peut-on avoir ce type de comportement en étant ministre d'État? Je veux dire, on a forcément la France et l'Algérie, ils ont forcément un lien qu'ils ne pourront pas couper. c'est pas difficile à expliquer. C'est-à-dire, il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il y a une partie, euh, comment dire, il y a certaines forces en France, vous suivez mon regard, hein, il y a certaines forces en France qui ont intérêt
à diaboliser, à affaiblir, à harceler le régime algérien par tous les moyens. Et Retailleau, pour ne pas citer, il fait partie de ces personnages qui obéissent à ses forces. Voilà. Et donc, eh ben, on lui dit, voilà, il faut dire certaines choses. Et donc, il les dit, voilà. Donc, c'est pas une question de, comment dire, il n'y a pas de logique dans ces comportements. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas, il y a pas ce qu'on appelle une conformité au droit ou aux usages diplomatiques, etc. C'est selon. Voilà. Avec l'Algérie, on a envie, ou en tout cas certaines forces en France, ont décidé de rendre ce pays. D'ailleurs, Macron est tombé dans le panneau, c'est une façon de parler. Lui aussi, il en a rajouté en parlant du déshonneur de l'Algérie. Tout cela parce que quelqu'un a violé un article de la Constitution algérienne sur l'intégrité territoriale et qu'il était, si on devait, la France a kidnappé le chef le responsable des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, l'a kidnappé sans jugement, sans rien, l'a emmené en avion dans l'est de la France et il est à l'isolement là-bas. Mais c'est pire que Boualem Sansal. Comment peut-on donner des leçons? Donc, il n'y a pas, en fait, on ne se trouve pas, il ne faut pas chercher l'explication dans le droit ou la conformité aux usages diplomatiques, etc. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est que, et d'ailleurs, l'alliance entre la France et le Maroc, ou en tout cas la prise de position sur le Sahara occidental, fait partie de ce plan. Et donc, on peut considérer que Macron, d'ailleurs, qui est le premier serviteur de l'OTAN, il a contribué à cette. Donc, on est même au sommet de l'État et de plusieurs forces qui poussent à la diabolisation de l'Algérie. Voilà. Et bon, c'est-à-dire pour le moment, il est évident que, bien que ces gens-là doivent savoir que sur le plan économique, commercial, industriel, financier, c'est une catastrophe pour la France. Et c'est ça le drame, ou presque la connerie, leur connerie. Enfin, je veux dire, ces forces-là sont antinationales, sont contre l'intérêt de la France. Parce que l'intérêt de la France, c'est d'avoir des relations correctes avec l'Algérie et avec le Maroc et de bénéficier de relations économiques profitables à tous. Voilà. Et malheureusement, pour complaire à des forces obscures, enfin pas si obscures que ça, disons du côté des Sayanim, des sionistes, etc., pour complaire à ces forces, on est en train de détruire pour un bon moment, parce que je ne crois pas que, vous savez, le régime algérien, il a sa fierté, il a son nationalisme, et ce ne sont pas les clients qui manquent pour vendre son. D'ailleurs, regardez l'Italie. L'Italie a d'excellentes relations avec l'Algérie. Elle est en train de supplanter la France. Voilà. Donc, malheureusement, la classe politique française, une certaine partie de cette classe politique, elle est tellement soumise à un certain lobby qu'elle perd de vue l'intérêt national et chauffe vraiment, mais pousse à l'extrémisme avec des mots, on renvoie même un Algérien alors que rien n'a été fait selon les règles et qu'il allait être envoyé pour dire l'Algérie nous humilie, etc. Enfin, ça atteint des proportions absolument incroyables. Alors, il y a quelques jours, le chef de renseignement du contre-espionnage. Attendez, justement, Oui, Monsieur Cohen, j'allais y venir, mais avant ça, oui, euh, allez-y. euh,
avant ça, ce qui a été dit aussi par le ministre, je crois que c'est le ministre Jean-Noël Barrot, qu'ils utiliseraient pardon, des leviers révocables selon ses dires. Quels seraient ces leviers qu'ils pourraient utiliser pour faire pression? Alors, moi, je ne vois pas franchement, hein. C'est-à-dire, euh, vous savez, c'est comme les sanctions contre la Russie sont retournées contre l'Europe. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ne pas donner des visas? Bon, très bien, ok. Vous savez combien d'Algériens du corps médical travaillent en France? Je ne sais pas, peut-être 5 000, 10 000. Voilà, imaginons que l'Algérie les récupère. Par exemple, vous imaginez l'état de catastrophe de l'hôpital français qui est déjà dans cet état. Quel levier il peut faire? Voilà, donc je veux dire, l'Algérie est un État, d'abord, il est indépendant, il est autosuffisant et il a d'excellentes relations avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran. Il n'a pas besoin de la France. Pas du tout. C'est la France qui a besoin de l'Algérie. Et donc, euh, Jean-Noël Barrot, c'est un instrument, malheureusement. Bon, lui, de toute façon, c'est même pas le besoin de décrire. On sait qui il est, etc. C'est vraiment l'instrument de cette politique et on lui fait dire ce qu'on veut, voilà. Mais il se trompe, il se gourre, mais ils se mettent le doigt dans l'œil. Je ne sais pas à quel point ils peuvent être des imbéciles de croire qu'on peut faire plier ce régime algérien aujourd'hui. Voilà. Voilà, justement, maintenant, je vais en venir à cette visite, justement. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une visite non officielle, mais en tout cas, c'est une visite peut-être du chef de la sécurité extérieure, je crois, Oui, oui. qui s'est rendu à Alger. Attention, la visite, hein, c'était une visite éclair. Il a posé l'avion sur le tarmac à 8 heures du matin, à 11 heures, il est reparti. Donc, selon vous, quel était l'objet de cette visite? Et est-ce que ce ne serait pas une partie de l'État profond français qui voudrait justement apaiser les À relations et mon, reprendre une relation diplomatique? à mon avis, c'est quelqu'un qui en a envoyé avec le message suivant. Écoutez, ne tenez pas compte de ce qui se dit. On va essayer de régler l'affaire. Voilà, on va revenir à des relations normales, on va essayer, etc. Voilà. Moi, enfin, à mon avis, c'est un peu le message. Et en général, lorsque les États, vous savez, entre la Russie et Ah, l'Amérique, euh, j'ai quand, perdu quand Monsieur il y a. Cohen. Comment? Alors, j'ai perdu la connexion. Ah, Bougez pas. Il va revenir. Monsieur Cohen, vous êtes là? oui, oui. Désolé, je vous ai perdu. Il y a eu un petit souci de connexion. Vous êtes là, Ah, de nouveau. On n'a pas entendu la fin de votre intervention, du coup. bon, ok. Et en général, lorsque des pays veulent faire passer des messages sérieux et discrets, on utilise les chefs d'espionnage ou de contre-espionnage. C'est classique. Vous savez, par exemple, entre la Russie et la Chine, les seuls personnages qui se rencontraient régulièrement, ça je l'ai entendu par des sources très sûres, ce n'est pas les ministres, c'était les chefs de renseignement. Voilà. C'est-à-dire le chef de la CIA rencontrait le chef du FSB quelque part à Istanbul, etc. Voilà. Et donc, en général, on utilise ces canaux, c'est un signe. Quand on utilise ces canaux, c'est qu'on a envie de faire, parce que ce sont des gens sérieux, qui savent de quoi ils retournent. Euh, et on connaît la valeur de leurs paroles. Et donc, si on a voulu faire passer un message sérieux à l'Algérie, on a utilisé le canal de ce chef du renseignement ou de contre-espionnage, etc. Et donc, à mon avis, parce que s'il est allé, c'est bien pour donner un message d'apaisement et pour dire ne faites pas attention à ce qui se dit dans les médias, etc. Bon, voilà. Mais nous, je vous donne la garantie qu'au sein du gouvernement, au sein des hautes autorités, nous allons Ah, essayer de régler l'affaire.
Voilà. Non, mais, Moi, non, non, mais je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec vous, parce que dans les médias, je veux bien, mais après, quand c'est des ministres d'État qui parlent, c'est quand même oui, assez. les Voilà. ministres, on peut les laisser parler, mais après, vous savez, bon, Retailleau, il fait son petit cinéma parce que il a envie de. Bon, lui, il veut paraître celui qui combat. Il a un cheval de bataille. Voilà, c'est l'immigration, le monde arabe, etc. Donc, il veut soigner son profil de politicien dur et intraitable. Et donc, il saute sur l'occasion. Voilà, mais en même temps, on peut très bien lui dire, bon, maintenant tu as fait ton petit cinéma, tu rentres dans le rang et tu retournes dans ta caniche, voilà. Voilà, Voilà, donc dans ta niche, on voilà. on n'a pas l'impression aujourd'hui que l'Algérie est diplomatiquement isolée. Mais pas du tout, justement, c'est ça. Voilà. Mais comment on peut commettre une erreur diplomatique aussi. Enfin, c'est juste incroyable. Enfin, je veux dire, mais rien n'étonne de ce régime. Regardez là, comment Macron a bradé l'Afrique. Enfin, il a bradé, c'est-à-dire, mais des trucs enfin, je veux dire, presque d'adolescent. Enfin, c'est même pas. Le fait de dire les pays africains ne disent même pas merci. Enfin, bon, Et, on est. et en plus de ne pas être comment dire, isolée diplomatiquement, elle est loin de basculer dans le chaos, la société algérienne. Oui, parce que en fait, tout le stratagème qui dure depuis une vingtaine d'années, hein, de vouloir créer un mouvement indépendantiste ou semer. Moi, encore une fois, par exemple, moi je vous dis, enfin, je me base sur les études du professeur Ahmed Ben Saada. Bon, sur le Hirak, par exemple. Encore une fois, je répète, c'est pas qu'il n'y avait pas euh, que le mouvement était illégitime, loin de là. Il y avait motif à manifester et ils avaient raison de manifester. Mais, mais ceux qui ont tiré les ficelles, ceux qui ont mené, ont été formés, financés par une fondation de la CIA qui s'appelle le renforcement de la démocratie, Endowment for Democracy. Donc, en fait, on a tout essayé avec l'Algérie et on n'a pas réussi. Voilà. Et on essaye encore une fois avec Sansal. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui ne supportent pas, euh, comment dire, que ce pays se développe à sa manière, en dehors des clous. Voilà, en dehors il n'obéit pas aux injonctions de l'OTAN. Et donc, Et et dernièrement, justement, est-ce que l'Algérie réagit à tout ça sereinement ou avec nervosité? moi, je ne la vois pas ni réagir nerveusement. Elle agit avec tranquillement. Elle se renforce. Elle n'élève pas la voix. Elle n'insulte pas. euh, elle attend la suite. Elle se renforce militairement, diplomatiquement. C'est ce qui compte d'ailleurs. Commercialement, elle est candidate aux BRICS, donc elle sera prochainement enfin, je ne sais pas si elle a été, si elle est rentrée, parce qu'aujourd'hui, une deuxième catégorie des membres de BRICS sont les membres associés ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le terme. Donc, à mon avis, elle a dû y être. Donc, franchement, diplomatiquement, je pense que sa situation est excellente. Et voilà, donc toute cette agitation malheureusement, on ne sait pas utiliser. Enfin, d'ailleurs, on l'a vu avec l'Ukraine. Les Occidentaux, ou la France en particulier, a perdu sa boussole. Voilà. Elle ne sait plus ce qui est possible, ce qui est faisable, quel est le rapport de force réel, etc. S'ils avaient calculé le rapport de force réel, est-ce qu'en 2022, on aurait fait ces sanctions qui sont retournées? Regardez l'état dans lequel se trouve l'Europe. Voilà. Et l'engrenage dans le. Donc, c'est ça, malheureusement,
l'Europe en général et la France en particulier sont dans un état de démence et d'illusion. Voilà. Voilà, je crois qu'on va conclure là. Et puis, il est bien de rappeler que l'Algérie cette république démocratique et populaire est bien souveraine aujourd'hui et on ferait mieux de la rappeler, de l'appeler comme étant une république et non un régime, parce que c'est Exactement. quand même dégradant de considérer un État démocratique. On va Voilà. finir, on finira par un proverbe du Sahara, enfin, comment, lié au Sahara, les chiens aboient, la caravane passe. Très bien. Merci, Monsieur Cohen. Et puis, je vous C'est souhaite bon. un excellent week-end et à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Bonsoir à tous et bonne soirée. Ciao. Ciao. Voilà les amis, donc merci à tous d'avoir participé sur TikTok, sur les autres plateformes. Je rappelle bien sûr le petit bandeau qui passe, on participe, où vous pouvez envoyer un petit don pour notre sœur Nabila Kilani, qui aujourd'hui, hamdoulilah, va jouir d'un cessez-le-feu pour tous les Palestiniens. Et donc, n'hésitez pas à faire ce petit geste pour l'aider à faire ce travail humanitaire qu'elle recommencera à faire, si Dieu le veut, dans les prochains mois. Et n'hésitez pas à partager le lien. Voilà les amis, et sur TikTok, vous avez en description de mon compte, pareil, le petit lien, on participe. Ceux qui veulent participer, on fera ça en toute transparence. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salam alaikum.